Notre invitée aujourd'hui est une survivante. D'elle-même, elle dit « J'ai eu le sentiment de ramper dans la cendre, j'aurais pu mourir intérieurement ». Mais les politiques ne meurent jamais et la ministre qui nous reçoit en est l'illustration. De l'ombre de François Mitterrand à la lumière de l'élection présidentielle, cela fait plus de 30 ans qu'elle sert la République, de la famille à l'enseignement, de la région à l'Assemblée, des marais poitevins au climat de la planète. Notre invitée, c'est Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre antre, vous nous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai que ce bureau est à votre image, on va pouvoir le voir. D'abord, il y a une chose qui frappe quand on entre ici, c'est le bureau, le mobilier que vous avez choisi, qui tranche un peu avec les ors de la République. C'est la touche un peu féminine et artistique de votre antre. Oui, en quelque sorte, oui. J'aime bien encourager les artisans d'art. Et lorsque le Mobilier National m'a proposé de changer le bureau, ils m'ont même demandé si j'acceptais de mettre en valeur des créateurs qui avaient travaillé spécialement pour le Mobilier National. Donc, vous voyez de la porcelaine de Sèvres, par exemple. J'ai trouvé ce bureau vraiment très joli et ça me fait plaisir de valoriser le savoir-faire français. Alors l'écologie, c'était aussi votre domaine il y a 20 ans. En 20 ans, qu'est-ce qui a changé dans la perception des Français pour l'écologie et dans votre travail comme ministre de l'Environnement et de l'écologie ? Ce qui a changé, c'est que plus personne ne conteste l'urgence et que le sentiment de dégradation accélérée de la nature est maintenant un constat bien admis. Ça a beaucoup changé, car il y a 20 ans, c'était un combat marginal, donc un combat difficile. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est plus facile, parce que le combat est également très, très difficile. C'est très difficile de protéger des valeurs qui n'ont pas d'enjeux financiers immédiats. C'est très difficile de lutter contre les prédateurs de la nature, qui pensent que c'est un bien gratuit. Et en même temps, il y a une mauvaise conscience de ceux qui portent atteinte au patrimoine naturel. Et puis ensuite, la deuxième chose qui a beaucoup changé, c'est que la protection de l'environnement apparaît comme une chance, et une chance économique. Et je suis heureuse d'avoir, par exemple, imposé le concept de croissance verte et d'écologie non punitive, parce que je pense qu'il y a une réconciliation entre l'environnement et l'économie, et ça, c'est vraiment une chance à saisir. En ayant réussi, par exemple, envers et contre tous, à supprimer la taxe carbone. On va revenir sur vos dossiers d'environnement et d'écologie, mais on va continuer un peu à se promener dans votre bureau, avec votre panthéon personnel. Évidemment, on commence par François Mitterrand, avec cette photo de la députée des Deux-Sèvres que vous étiez, qui fait visiter sa circonscription au président, oui. C'est ça, 92. Oui, c'est ça. Cette photo, vous l'avez toujours auprès de vous ? Oui, elle est toujours là parce que c'est un peu les racines de mon engagement politique. Et puis François Mitterrand était venu justement dans le Marais poitevin. Vous voyez, on retrouve aussi l'environnement. C'était une région qu'il connaissait bien par son enfance. Et quand j'ai commencé à mener le combat de protection du Marais poitevin, et donc il y a 20 ans, et il a tout de suite compris cet enjeu. Donc j'avais obtenu aussi son soutien contre toutes les évidences. Et j'ai sauvé cet espace contre une autoroute. Mais vous voyez, là aussi, c'était déjà la réconciliation, parce que l'autoroute a été légèrement déviée au nord de Niort. Et aujourd'hui, le Marais est un grand site naturel. Et donc ces combats, si je les mène aujourd'hui au niveau national et international, c'est parce qu'aussi je les ai menés au niveau local. Et l'enracinement politique local, c'est vraiment la légitimité de l'action politique. Alors François Mitterrand, il est là encore quand on passe par l'antichambre qui accède au bureau avec ce globe très célèbre. Il y en a plusieurs, je crois, qu'il a fait dessiner à son image, puisque sur le globe, quand on regarde la carte de France, on voit Jarnac, son lieu de naissance. Il n'était pas un peu mégalo, François Mitterrand ? Peut-être que d'autres le poussaient à être mégalo. Vous savez, je ne pense pas qu'il ait eu cette idée tout seul, mais en même temps, c'est une belle idée. C'est aussi, vous voyez, cette idée que le local a quelque chose à voir avec le global. Et si l'on fait bien les choses au quotidien, dans les responsabilités que l'on a, c'est-à-dire si l'on est soi-même exemplaire avant de donner des conseils d'exemplarité aux autres, eh bien, je crois que c'est ça aussi la légitimité politique. Et c'est pour ça, par exemple, ici, j'ai voulu que ce ministère soit exemplaire. Alors au début, ça a beaucoup surpris que je fasse éteindre les lumières. D'ailleurs, pour avoir déjeuné avec vous, c'est vrai qu'en quittant la pièce, vous fermez la lumière en partant.
Oui, c'est ça, c'est le minimum. Je ne peux pas dire que je fais voter une loi de lutte contre le gaspillage et ne pas montrer l'exemple ici. Donc rouler dans une voiture électrique non polluante, faire les économies de matières premières, réduire le volume de papier utilisé. Le recyclage, dans le bureau à côté, il y a les poubelles, les 3 poubelles pour recycler les objets, j'ai vu. Oui, c'est ça. Donc les poubelles n'étaient pas recyclées ici. Donc je ne peux pas faire voter une loi sur l'économie circulaire et le recyclage et ne pas le faire ici dans le ministère. Donc c'est très important. On va baisser les factures d'énergie de 20 à 30%, rien qu'en faisant attention, en éteignant les ordinateurs, les appareils en veille, l'électricité, en baissant le chauffage la nuit. Ça paraît peut-être anecdotique, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'il faut s'appliquer à soi-même les principes que l'on pense bons et surtout que l'on inscrit dans les lois pour les autres. Encore une photo de vous avec Aimé Césaire en Martinique. C'est une photo de la campagne présidentielle de 2007. Cette photo-là aussi, vous l'avez auprès de vous tout le temps, je crois. Oui, j'ai une série de photos, c'est pas non plus... Elle est importante, celle-là. Elle est très importante, oui. Elle est très importante parce que c'est une conscience, Aimé Césaire. C'est un engagement, c'est une souffrance surmontée, c'est un combat de toute une vie. Celui de la campagne. C'est un moment de ma vie, oui. Il avait prononcé cette belle phrase à la fois simple et directe en parlant aux Martiniquais, en disant « Elle a su nous écouter ». Ça m'avait beaucoup marqué parce que j'ai trouvé que c'était tellement simple dans l'expression et tellement une reconnaissance directe que ça m'avait beaucoup touchée. Quand vous regardez cette photo, vous avez des regrets, une nostalgie? Pas du tout. Je ne suis jamais dans la nostalgie. Je suis toujours en avant. Alors justement, il y a une autre photo qui m'a surpris en fait, quand je suis entré. C'est celle de très beau panoramique du port de La Rochelle. Oui. Je pensais que peut-être que La Rochelle, c'est un mauvais souvenir à cause de l'élection législative de 2012 et de votre défaite face à Olivier Falorni. En fait, non. Vous n'en voulez pas au port de La Rochelle? Pas du tout. Pas du tout. C'est un endroit magnifique, comme toute la région Poitou-Charentes, d'ailleurs. Et voilà, non, j'arrive à distinguer ce qui fait partie d'un patrimoine universel et éternel et ce qui fait partie de mes épreuves personnelles. Je distingue parfaitement le corps public et le corps privé, si l'on peut dire. Quand il y a évidemment la photo du chef de l'État, comme tous les ministres, quand vous regardez cette photo, c'est le président ou c'est le père de vos enfants? C'est le président, comme je viens de vous le dire à l'instant. Je distingue parfaitement et c'est vraiment une vertu politique de savoir toujours le faire, et la fonction de la personne. On incarne une fonction, on a une responsabilité, on est mandaté pour remplir une mission et on prend de la distance par rapport à son itinéraire personnel, à ses états d'âme personnels et à ses péripéties personnelles. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, vous l'avez écrit dans votre livre, Femme debout, beaucoup d'épreuves politiques. Est-ce que vous considérez que vous avez eu finalement un peu de malchance, alors que d'autres, peut-être on peut parler au président, ont eu effectivement dans leur carrière politique beaucoup de coups de chance du destin? Ou est-ce que c'est finalement le comportement de chacun qui fait qu'on réussit ou pas, et qu'on franchit certaines épreuves et qu'on en gagne d'autres? Il y a les deux. Il y a les opportunités de la vie, il y a la façon dont on s'est capté à un moment, dont on sait remplir ce moment, ou le surmonter, ou l'orienter. On est maître de sa vie, d'une certaine façon. Et en même temps, il y a des événements indépendants de vous. Il faut savoir les traverser et en tirer le meilleur parti. C'est votre capacité de résilience sur tous ces événements. C'est une capacité de résilience. Exactement, c'est une capacité de résilience. J'ai la chance d'avoir cette capacité de résilience. Peut-être que je me la suis construite aussi moi-même dans mon enfance, bien sûr. Le président, puisqu'on parle du président, vous le trouvez comment comme président? Est-ce qu'il est comme vous l'aviez imaginé qu'il serait comme chef d'État? Moi, je m'interdis de faire des commentaires sur les comportements, l'articulation, disons, entre l'exercice d'une mission et la connaissance que j'ai du président. Ça ne m'intéresse pas de rentrer dans ce commentaire. Ce qui est important, c'est la façon dont on exerce ses responsabilités politiques. Voilà, et force est de constater qu'il les exerce bien, notamment sur le plan international. C'est très important d'incarner la place de la France dans le monde
Et je crois que cela, c'est contesté par personne. Alors justement, on va parler de ce rôle international. Vous l'avez aussi, parce que c'est l'année climat 2015, avec le sommet qui aura lieu à Paris à la fin de l'année. C'est pas difficile de vous faire une place entre François Hollande, Nicolas Hulot, Laurent Fabius. C'est quoi votre place à vous dans cette année 2015 si importante pour le climat? D'abord, c'est pas le problème d'avoir une place. C'est le problème. Vous en avez envie de cette place, parce que c'est quand même votre mission aussi, le climat. Je ne raisonne pas en termes de place, je raisonne en termes de résultats, d'efficacité politique. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire comment vous allez justement vous imprimer votre marque cette année 2015. C'est très simple. D'abord, en faisant ce que les autres ne peuvent pas faire. Par exemple, en faisant voter la loi sur la transition énergétique. C'est un travail considérable et c'est ce qui va donner à la France non seulement la crédibilité de son rôle au niveau européen pour entraîner les autres pays afin de s'engager sur les actions de lutte contre le réchauffement climatique, mais lui donner aussi la crédibilité et la fierté d'accueillir ici la conférence mondiale sur le climat, parce que si la France n'était pas exemplaire sur son territoire, comment pourrait-elle parler au reste du monde? Donc c'est grâce à cette loi de transition énergétique, la France s'applique à elle-même les principes qu'elle prône pour le reste de la planète, qu'elle va avoir la force d'accueillir la conférence sur le climat et qu'elle va avoir une voix qui porte pour pousser les pays à s'engager. C'est pas rien. Il y a une chaîne de hi-fi dans votre bureau. Vous écoutez quoi comme musique? Vous en écoutez quelquefois en travaillant? Du piano, de la musique classique, de la chanson française contemporaine. Vous aimez qui en chanson française contemporaine? Tout, j'aime tout. Je suis curieuse de tout. J'ai vu qu'il y avait un disque de Beethoven, là, oui. À côté de la chaîne. La cheminée, elle est condamnée, elle est punie avec le tableau devant? Ah non, elle n'est pas punie. Elle sert libéré les cheminées, comme vous savez. Oui, je sais, c'est pour ça. Elle pourrait servir, mais c'est faute de temps. Bon, mais Oui. vous l'avez déjà fait fonctionner depuis Non, pas encore. Bon. Il y a un livre de poésie à votre droite, de Lamartine, oui. Avec des post-it dedans. Oui. C'est-à-dire, vous lisez parfois de la poésie? Oui, bien sûr. J'ai toujours lu de la poésie, bien sûr. Vous pouvez nous en lire quelques-unes, quelque chose dont vous auriez envie? Vous connaissez quand même le lac de Lamartine, non? Très bien, mais si on peut avoir les premiers vers. Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour. Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Sublime, non? C'est sublime. Quel est votre prochain rivage, à vous? Mon prochain rivage, c'est la conférence climat. Et après? Vous auriez envie de quelle île ou de quelle rive? Ah non, je ne me projette pas personnellement, en tout cas dans le futur. Après, il y a l'application concrète. Mon souhait, c'est au fond qu'un jour les Français puissent se dire, dans les années que nous vivons aujourd'hui, la France ça y est, s'est engagée dans la transition écologique. Elle a réussi à changer les valeurs fondamentales du développement. Elle a réussi à réconcilier l'économie avec l'écologie et surtout, elle a réussi à sortir de la crise grâce au levier formidable que représente la croissance verte. Et moi, je crois que c'est possible dans l'année qui vient. C'est une politique jusqu'au bout des ongles. Pendant vos épreuves, vous avez pensé à faire autre chose que de la politique ou jamais? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est un engagement, c'est un idéal, c'est une passion, c'est une capacité d'action, et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être dans ce ministère, d'abord, qui est le ministère central, qui est le ministère de la vie, parce que c'est la biodiversité, c'est la vie, l'énergie, c'est la vie. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Et donc, c'est une chance formidable, et tous les jours, je me dis que avoir cette chance de servir mon pays sur des sujets aussi passionnants m'oblige et me donne une responsabilité de ne pas perdre un seul instant.